tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Séverine Loureiro, responsable expérience collaborateur et marque employeur au sein d'un groupe bancaire. Séverine est également conférencière et auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Le droit à l'erreur, paru chez Duno. Bonjour Séverine. Bonjour Virginie et bonjour à tous. Séverine, nous avons quelques points en commun dans notre parcours, notamment la pratique du recrutement et de l'évaluation par Assessment Center. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion du droit à l'erreur, un sujet que tu abordes dans tes 2 derniers ouvrages. Et avant la fin du podcast, tu nous livreras également 3 conseils à destination des entreprises qui souhaitent s'ouvrir au droit à l'erreur dans l'optique de gagner en performance in fine. Alors, pour commencer, je te laisse nous présenter ton parcours. Eh bien, mon parcours, on pourrait le synthétiser, le structurer en 2 macro-temps. Un premier temps où j'ai, après mes études de psychologue spécialisée en psychologie du travail, eu 12 ans d'expérience en RH. J'ai évolué pendant plus de 10 ans dans un même groupe sur différentes fonctions, de la mobilité, de l'orga, de l'évaluation de la perf. Puis, je suis arrivée sur un poste de communication interne qui m'attirait beaucoup, sauf que j'avais l'impression qu'il me manquait un peu des compétences et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à vouloir un peu additionner ces compétences qui me manquaient, que j'avais identifiées moi comme étant compétences marketing, de vente de ce qu'on faisait en RH, d'adresser les besoins des collaborateurs d'une façon différente qu'on avait l'habitude de le faire en RH, plutôt d'un point de vue marketing. Et donc j'ai intégré un MBA en marketing digital parce que ces domaines-là n'étaient pas du tout adressés dans des formations RH traditionnelles, je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais là, je parle de ça, c'était il y a plus de 6 ans. Et j'ai intégré comme ça un MBA spécialisé où j'étais la seule RH, qui m'a complètement ouvert les chakras et qui m'a surtout complètement convaincu que les enjeux RH de demain n'étaient plus adressables uniquement avec des compétences RH et qu'il fallait y ajouter des compétences marketing. Et fort de cette conviction, j'ai monté une agence dédiée à l'expérience collaborateur, au marketing RH et à la marque employeur. Alors l'expérience collaborateur, c'était tout nouveau à l'époque, on n'en parlait pas, on ne le nommait pas comme ça. Et moi, j'avais vraiment la conviction que au fur et à mesure des années, ça allait devenir un enjeu prioritaire pour les RH. Et là, 6 ans après, on y est. Et moi, entre-temps, au bout de 4-5 ans de mission passionnante en indépendante, j'ai choisi de retourner dans un collectif et d'intégrer le groupe bancaire que tu as mentionné au début, où je suis donc responsable de la marque employeur et de l'expérience collaborateur. Et je prends là maintenant des nouveaux enjeux d'engagement des collaborateurs en interne aussi, des nouveaux projets. Et voilà, et donc j'entame de cette façon-là la 3e partie de mon parcours. J'espère qu'il y en aura une 4e, voire une 5e. Alors du coup, je sais que ta nouvelle aventure en entreprise ne met pas fin à ton partage d'expertise. Quelles sont tes activités principales aujourd'hui ? Mon job en entreprise, il est passionnant. J'aime faire partie d'un collectif, comme je l'ai dit. C'est ce qui m'a donné envie de retourner bosser en corporate, comme je dis. Mais moi, voilà, ça m'a toujours épanoui et ce qui a toujours été moteur, c'est de multiplier les activités. Enfin, j'aime faire des choses très diversifiées dans beaucoup de domaines. Donc effectivement, j'ai continué de garder une casquette plutôt sur la réflexion et les grands enjeux de la fonction RH, le management, les attentes des collaborateurs, et je traduis ces réflexions concrètement en écrit, puisque j'écris beaucoup d'articles, j'écris des bouquins, mais aussi en conférences, en prise de parole, où j'interviens également aussi au sein d'écoles et auprès d'étudiants. Et donc sur ces conférences que tu animes, sur quelle thématique interviens-tu principalement ? Alors principalement, j'ai commencé à intervenir beaucoup sur l'expérience collaborateur, puisque comme je l'ai rapidement mentionné, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on était vraiment très peu nombreux en fait à en parler. Alors dit aujourd'hui, ça paraît étonnant, puisque aujourd'hui tout le monde parle d'expérience collaborateur. Enfin à l'époque, il y a 6 ans, on était vraiment, on se comptait sur les doigts d'une main. Donc voilà, donc j'ai beaucoup participé aux réflexions et à l'évangélisation, comme on dit, des équipes RH, des CODIR, en intervenant sur le thème de l'expérience collaborateur. Je continue à le faire aujourd'hui, mais j'interviens aussi beaucoup sur tous les sujets liés à l'expérience collaborateur, comme la symétrie des attentions, l'évolution des attentes des candidats, la marque employeur. Puis bien évidemment, dernièrement, j'ai ajouté des conférences et des interventions sur le droit à l'erreur, qui est donc le sujet de mon dernier livre, et la façon dont on peut faire du droit à l'erreur un véritable levier positif en entreprise. Séverine, tu as eu la chance de connaître la posture de conseil indépendant et à la fois celle d'un membre à part d'une DRH. Comment as-tu vu justement évoluer la posture RH en interne ? Alors je commence à l'avoir un peu frétillée, évoluer, mais c'est pas encore fini. Moi,
ce que j'ai constaté, alors, faut que je commence par dire que dans l'expérience collaborateur, qui est donc le sujet qui prend de plus en plus de place aujourd'hui au sein des DRH, il y a un vrai prérequis qui est le changement de paradigme. C'est de considérer les collaborateurs, et de les considérer comme des clients internes. Et on a beaucoup demandé aux managers. Donc, le premier chantier, quand une entreprise s'est intéressée à l'expérience collaborateur, a été de comment je fais évoluer la posture managériale, la posture des managers vis-à-vis de leurs équipes. Moi, j'ai constaté d'abord ça, et ensuite, là, effectivement, maintenant que j'ai réintégré une entreprise, je vois bien que ça a contaminé, et c'est pour le mieux, ça a contaminé aussi les RH qui doivent, elles aussi, changer leur posture vis-à-vis des collaborateurs et chercher à les comprendre comme des clients. Alors, parfois, ça sonne un peu comme un gros mot au sein des DRH, mais c'est littéralement le cas. Les collaborateurs sont clients de dispositifs RH, puisqu'ils vont les utiliser et on les montre pour eux. Et donc ça, je trouve, moi, que ça fait bouger les lignes dans la posture RH et que ça fait, par rapport à quand j'étais en entreprise il y a 6 ans, je vois une vraie différence sur ce regard porté aux collaborateurs. Séverine, parlons de ton ouvrage et de la notion importante du droit à l'erreur que tu valorises d'ailleurs dans ce livre. J'ai découvert moi-même à mon retour de l'étranger en France cette position, on va dire, de sachant qu'abordent certains consultants. C'était vraiment très surprenant pour moi de constater que certains préféraient du coup ne pas poser de questions et faire semblant de savoir un peu pour défendre une image, une certaine image, on va dire. Alors, qu'est-ce que le droit à l'erreur en France, selon toi ? Alors, moi, j'ai défini l'erreur, d'abord, avant de parler du droit à l'erreur comme étant un écart involontaire par rapport à un cadre de référence. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'erreur n'est pas acceptée, comme tu le mentionnes. Une des raisons, alors il y a des raisons très culturellement enfouies et qui viennent souvent de l'éducation, mais il y a aussi une autre raison, selon moi, c'est la confusion. On ne sait pas tout à fait ce que c'est qu'une erreur et la confusion, notamment avec la faute et l'échec. Donc, si l'erreur est un écart involontaire par rapport à un cadre de référence, sa principale différence avec la faute, elle réside dans ce terme d'involontaire, en fait, dans l'intention. La faute, elle, c'est vraiment une transgression volontaire. C'est un écart volontaire par rapport à un cadre de référence. Donc, par rapport à une règle, à une norme, un process, une façon de faire. Voilà. Donc là, quand il y a transgression volontaire, il y a faute. Quand elle est involontaire, quand il y a un écart volontaire, il y a erreur. Donc déjà, si on arrive à distinguer ces deux concepts, on est en train d'œuvrer pour le droit à l'erreur. Et puis ensuite, il y a aussi la différence avec l'échec. C'est pas non plus la même chose, un échec et une erreur. On valorise beaucoup l'échec, dernièrement, dans les milieux entrepreneuriaux, voilà. Ça fait bien de dire qu'on a échoué à un moment donné et qu'on s'est relevé, bon, très bien. Sauf que derrière l'échec, on n'a pas les mêmes notions. L'échec, c'est un écart. Il est aussi involontaire, cet écart, mais il n'est pas par rapport à un cadre de référence, il est par rapport à un résultat. C'est-à-dire, j'avais un objectif, je m'attendais à un résultat, et je m'en écarte, donc là, il y a échec. Mais il n'y a pas forcément erreur. C'est-à-dire que l'échec peut être dû, alors soit à une erreur parce qu'il y a une mauvaise estimation de l'objectif, possible, mais sinon l'écart il peut aussi être dû à un manque de compétences, un manque de connaissance du milieu, un manque d'expérience, voilà. Et donc dans cette confusion échec et erreur, il y a aussi un peu le côté quand on fait une erreur, on n'est pas compétent. Alors que non, en fait, la notion de compétence et d'incompétence, elle est plus liée à l'échec, puisque c'est une atteinte de résultat, qu'à une erreur. Puisque quand il y a un écart involontaire du cadre, souvent, c'est aussi parce que le cadre n'était pas bien défini. Et donc, il y a une responsabilité de l'entreprise. Donc voilà, moi, je pense que c'est important de bien comprendre la différence entre ces trois concepts, l'erreur, la faute et l'échec, pour réussir un peu à lever les freins qu'on peut avoir en entreprise. Et du coup, comment on peut lutter justement face à ces aspects culturels, à nos notions aussi qui nous viennent de notre éducation ? On a appris très jeune aussi à avoir finalement peur de ne pas réussir et à atteindre frileusement, tu sais, l'évaluation de l'autre ou l'évaluation de l'école finalement. Oui, clairement, on est habitué depuis toujours. Erreur égale coup de stylo rouge sur la copie, des points en moins, donc on l'a pendant des années assimilé à quelque chose de négatif. Donc clairement, on ne peut pas décréter du jour au lendemain en entreprise que faire des erreurs, c'est pas grave. C'est un long travail, c'est vraiment un accompagnement culturel, de changement culturel à réaliser de fond. Donc on va pas lever ça du jour au lendemain. En revanche, je pense qu'il faut commencer par dénouer cette confusion que je mentionnais juste avant entre les concepts, pour aussi un peu dédramatiser l'erreur et sensibiliser au fait qu'un écart involontaire peut arriver à tout le monde en fait. Donc ça c'est important. Dans mes prises de parole justement avec ton entreprise, je suis interrogée sur ce sujet. Je parle de l'importance de mettre en avant les apports. C'est-à-dire que l'erreur a vraiment des apports pour l'entreprise, mais aussi pour le manager, pour le collaborateur,
pour l'entreprise en termes de performance, pour le manager en termes de leadership. Je vais pas développer là, mais ça vient vraiment asseoir au travers de l'exemplarité du droit à l'erreur. Ça vient vraiment asseoir une posture de leadership du manager et puis évidemment pour le collaborateur en termes d'ambiance de travail, de sécurité psychologique. On parle de sécurité psychologique dans les entreprises. Donc ça, c'est le droit à l'erreur. On a un levier qui a été fait, une corrélation qui a été réalisée par des études scientifiques il n'y a pas si longtemps que ça. Une belle étude qui s'appelle Aristotle chez Google. Donc voilà, il faut valoriser ces apports pour essayer, in fine, de lever un peu les freins de l'erreur. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain parce que, comme je l'indiquais, c'est très très profondément ancré. Alors du coup, quels sont les 3 conseils qu'une entreprise peut mettre en œuvre afin de commencer justement à s'ouvrir à ce droit à l'erreur dans l'optique bien sûr de gagner en performance? Bon, la première, je viens d'en parler, on l'a tous compris, c'est la sensibilisation à réaliser auprès des collaborateurs. Beaucoup des managers aussi. J'ai rencontré des entreprises où les managers, où les collaborateurs avaient bien compris la différence erreur, faute. La sensibilisation avait bien fonctionné sur eux et en fait, on avait toujours les managers qui, eux, étaient freins parce qu'ils avaient pendant des années été dans cette posture du manager infaillible qui peut pas se tromper et qui peut pas montrer qu'il s'est trompé. Donc voilà, il y a une première action à réaliser, c'est de sensibiliser à ce que c'est réellement que l'erreur et ses apports. Et s'il y avait un public cible prioritaire, ce serait sans doute les managers en fait, avant de commencer par les collaborateurs. Le deuxième conseil, je pense que l'affichage il est crucial. L'affichage ostentatoire quoi. Vraiment là pour le coup, faut pas avoir peur de faire de la com autour du sujet. Je sais pas, formaliser un guide. Alors c'est encore mieux si on le formalise avec les managers et les collaborateurs en construction, un guide sur comment on gère l'erreur en interne, c'est quoi concrètement, quand est-ce qu'on passe de l'erreur à la faute. J'ai eu beaucoup d'entreprises qui avaient formalisé des guides, beaucoup, pas encore assez, mais des guides comme ça et que ça fonctionne bien. Et aussi garantir que l'erreur ne sera pas sanctionnée, évidemment. On peut aussi, par exemple, organiser des plénières. Dans mon bouquin, j'interviewe plusieurs entreprises, notamment Thales Digital Factory, qui organise des plénières où les équipes viennent partager à leurs pairs des erreurs et surtout ce qu'elles en ont appris. Ouais, quels apprentissages ont été retirés, comment ils ont fait évoluer les process pour pas que ça se reproduise, qu'est-ce qu'ils ont pu identifier comme ayant été la source d'eux pour éviter justement aux autres équipes de multiplier, d'être confrontées en fait à un moment donné à la même erreur. Donc ça c'est vraiment un exemple intéressant et ça va venir aussi permettre de, comme je le disais avant, dédramatiser, démystifier l'erreur et permettre aux managers et aux collaborateurs de se rendre compte que les autres aussi en font et c'est pas si grave que ça quoi. Moi ça m'évoque aussi le fait d'inclure dans les processus le droit de poser des questions pour donner aussi la possibilité de sortir du cadre, de voir les choses autrement. Il y a souvent beaucoup de managers et de collaborateurs qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions. Ça me renvoie un petit peu à ça. Ouais, tout à fait, parce qu'effectivement, il faut derrière bien sensibiliser et inscrire le fait que l'erreur va permettre un apprentissage. Donc, poser une question, ça va permettre un apprentissage. Et parfois, on peut lever une question que personne ne s'est posée, ou du moins qu'on n'a pas formalisée. Donc, ça va permettre au collectif, en fait, un apprentissage. Et ça, c'est le troisième conseil, en fait, que je donnerais, c'est d'encadrer l'erreur pour justement arriver à un apprentissage. Donc, encadrer l'erreur, ça veut dire mettre en place des dispositifs qui vont, alors, soit en anticipation, permettre de se projeter. Il y a ce qu'on appelle des pré-mortems, des feedbacks anticipatoires, moi j'appelle ça comme ça, où les équipes se réunissent, les équipes projets, par exemple, qui peuvent anticiper, se dire, OK, on a tel projet, on a notre déroulé, notre timeline, et elles se projettent, elles font une réunion dédiée à ça, dans des situations où tout à coup ça pourrait déraper. Elles se posent vraiment la question, qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait arriver pour provoquer une erreur, ou qui provoquerait un écart par rapport à ce déroulé de projet qu'on a écrit. Donc en anticipation, ils se posent cette question. Et donc en anticipation, ils se projettent dans la situation où ça s'écarte. Et donc, on aboutit à une erreur. Et donc, évidemment, en anticipant ça, ils anticipent aussi la réponse à y apporter. Et donc, quand ils sont dans le déroulé du projet, si par malheur ça arrive, mais rien que le fait de l'avoir anticipé, généralement, ça n'arrive pas. Mais si ça arrive tout de même, ils ont déjà la réponse et ils vont pouvoir réagir très vite. Ça, c'est une façon, par anticipation, d'apprendre. Et puis, il y a évidemment le feedback après coup, où on fait des règles et on se pose la question, mais on se pose la question de façon très transparente, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et après, il faut aller plus loin, il faut documenter. Moi, j'ai dit, il faut faire des bibliothèques d'erreurs, presque, dans l'entreprise, un endroit où sont centralisés tous ces écarts qui ont pu être commis au fil des années par les équipes, et quelles réponses on y a apportées, comment ça a pu faire évoluer les process. Ouais, un truc un peu documenté, parce que les équipes, elles bougent dans une entreprise. Donc, si on veut pas que dans 5 ans, une nouvelle équipe qui n'a pas l'historique reproduise la même chose,
c'est quand même pas mal qu'elle ait un endroit où soit centralisé ces écarts qui ont pu arriver et qu'elle puisse les éviter. Je dis toujours, il faut faire du droit à l'erreur un devoir d'apprentissage. Le droit à l'erreur, c'est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est l'apprentissage du collectif. C'est une belle image, en tout cas, la bibliothèque d'erreur, j'aime beaucoup. J'espère que ça va être inspirant pour d'autres. Merci Séverine d'avoir partagé avec nous ces 3 conseils. Merci pour ton partage. Retrouvez sur la page de notre podcast les liens vers les publications et podcasts de Séverine. Vous pouvez également, bien sûr, nous contacter par email ou via notre site internet apostrophe.fr. Merci Séverine, merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Merci Virginie. Avec plaisir. Toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr, onglet ressources. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.